Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce soir. Donc pas de collection Max Brown, on va faire un essai. On va tenter en fait un premier concept d'émission, un format très court que je voudrais appeler rétro-rollisme. Donc bienvenue déjà, bienvenue au studio 4D2. Et je voulais parler avec vous ce soir d'un jeu de rôle qui me tient à cœur, et ce jeu de rôle, c'est Dark Earth, 2e édition. Avant de nous plonger dans ce jeu de rôle, je vais tout d'abord répondre à la question, qu'est-ce que l'émission rétro-rollisme ? Rétro-rollisme, c'est un petit format court où on va parler de game design. On va décortiquer des jeux, et pas des jeux les plus récents. Et le mot rétro fait autant référence à justement le fait qu'on va aller creuser dans des antiquités, mais aussi le fait qu'on va faire du rétro-engineering. Parce que j'aime bien penser qu'un système de jeu, ça raconte quelque chose. Une mécanique de jeu, ça provoque des émotions, ça provoque des effets, des interactions. On va donc parler de game design, on va rentrer un peu dans la théorie, dans certaines théories du jeu. Moi, j'aime surtout les théories un peu atomistiques du jeu. Je ferai beaucoup référence au jeu Building Blocks in Game Design. C'est un ouvrage très intéressant que je vous présenterai une prochaine fois, où en fait toutes les interactions qu'on peut avoir dans un jeu sont décortiquées, atomisées, pour essayer de trouver le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un jeu et comment on peut décrire les différents jeux qu'on aime bien. Donc, si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite avec Dark Earth. Alors, Dark Earth, c'est vrai que c'est pas un jeu très très connu. C'est aussi le but de cette émission, de ne pas parler. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne qui jouent à Donjons et Dragons, Pathfinder, mais il y a un milliard d'autres univers à découvrir, il y a un milliard d'autres systèmes à découvrir, et moi j'ai envie de vous faire un peu la promo de ces univers, et là Dark Earth c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est un super jeu. Alors il est épuisé, il faut dire qu'il a été édité en janvier 1999. Je tiens dans mes mains la 2e édition. La première édition, c'était une boîte que je ne possède pas. La 2e édition est tout aussi bien. On a ici un livre à couverture souple de 284 pages, avec une couverture en dos carré collé, qui a assez bien résisté à l'épreuve du temps, comme vous pouvez le constater. Alors bon, j'en prends grand soin, mais je l'ai quand même beaucoup consultée, et voyez, elle ne s'est pas du tout ni cornée, ni abîmée, ni décollée, comme on voit souvent avec ce genre de livre. L'intérieur est mise en page de façon assez agréable, bien que un peu rétro, on est fin des années 90. On a des illustrations. L'intégralité du livre est en noir et blanc, mais on a des illustrations qui viennent ponctuer le récit. Et aussi, quelque chose de non négligeable, on a une espèce de bande dessinée, plutôt un carnet de voyage, qui sert d'introduction au monde. Et là aussi, parsemé d'illustrations, donc c'est très très appréciable. Donc l'objet en lui-même, pour l'époque, c'est un bel objet. Maintenant, il fait effectivement un peu rétro, mais pour l'époque, c'est un bel objet. Et vous allez voir aussi, en termes de game design, il est plutôt moderne, plutôt bien. Alors déjà, c'est une création entièrement française, entièrement européenne. C'est pas une traduction. La création et la rédaction, donc c'est David Benoît, Vincent Delage, Régis Jolin et Léonidas Vesperini à la création et la rédaction. L'illustration de couverture magnifique que vous pouvez voir là, c'est de Didier Graffet, et les illustrations intérieures, Claire Avril, Fahar et Kevin Talbot. On a devant nous un authentique jeu de rôle à l'ancienne. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a un système propriétaire, il y a un univers décrit, il y a un scénario, il y a un bestiaire, les secrets de l'univers sont révélés, ce qui n'était pas le cas dans la première édition. C'est justement le gros jump entre la première et la 2e édition. Et avant d'attaquer les règles, je vais vous parler brièvement de l'univers, même si on n'est pas vraiment là pour ça en réalité. Alors l'univers, il est tout à fait intéressant, parce que ça parle, donc c'est un monde post-apocalyptique. Jusqu'ici, rien de très original, sauf que l'intégralité de la planète a été recouverte du noir nuage. Il n'y a plus de lumière, sauf à certains endroits, certains puits de lumière où en fait on poussait des cités qui s'appellent des stalites.
Et les joueurs incarnent, dans la première édition, ils incarnaient des habitants de ces stalites qui ne quittent jamais ces puits de lumière parce que l'obscur, donc tout ce qui se trouve sous le noir nuage, c'est hanté par des bêtes féroces, des monstres mutants qui s'appellent les chancres-créatures. Le chancre, c'est vraiment l'ennemi ultime dans Dark Earth. C'est vraiment à la fois l'ennemi qui est visible, toutes les créatures mutantes, une espèce de goudron noir qui s'appelle la chancrescence qui peut contaminer les joueurs, mais c'est aussi l'ennemi caché parce qu'il y a beaucoup de secrets dont je ne vais pas vous révéler un seul ici, c'est pas le but de l'émission. Mais la deuxième édition que j'ai dans les mains, donc elle révèle tous ces secrets, alors que dans la première, vous étiez vraiment des habitants des stalites pour qui l'obscur était plein de mystères. Là, les mystères vous sont révélés et vous pouvez enfin incarner des marcheurs. Les marcheurs, c'est les personnes justement qui ont le courage d'aller de stalite en stalite. Et vous allez voir que cet aspect de la marche, de l'exploration, a beaucoup plus d'importance dans cette édition-là que ça en avait dans la première. Alors, chose intéressante, la première et la deuxième édition sont totalement compatibles. Une chose intéressante aussi à noter, c'est que toute création française que c'est... Alors j'ai oublié de citer l'éditeur, quelle horreur, l'éditeur c'est Multisim, l'éditeur qui n'existe plus maintenant. Mais toute création française que c'est, en fait, il a eu un rayonnement assez brillant à l'international parce qu'il y a eu un jeu vidéo qui est sorti. Un jeu vidéo du même nom, Dark Earth, sorti chez Callisto. Et le jeu vidéo était pas mal, honnêtement. C'était une espèce on jouait justement un gardien du feu dans un stalite. Très bien, moi je vous conseille. J'aimerais bien vous parler de règles. J'aimerais bien vous parler des règles. Donc il y a 3 points que j'aimerais bien aborder dans Dark Earth. Le premier, c'est le système de règles normales. Comme je vous l'ai dit, hein, une mécanique de jeu, ça a la vertu de raconter quelque chose. Ça procure des émotions. Un lancer de dés, c'est pas la même chose qu'on lance un seul dé 20 ou une poignée de dés 10. Le résultat du dé, est-ce qu'il est explosif ou pas? Est-ce qu'on se confronte à une difficulté que nous donne le MJ ou est-ce qu'on doit surpasser ses propres limites qui sont indiquées sur la feuille de personnage? Tout ça, c'est des choses très intéressantes et on verra plusieurs exemples dans Rétro-Rollisme pour comparer un peu les différentes choses, les différents moyens d'agir. Et j'aimerais vous introduire tout de suite le concept de ludème. Alors, peut-être vous connaissez le mot phonème. Un phonème, c'est la plus petite unité du son, hein, une syllabe, même en dessous d'une syllabe, un son prononcé, c'est un phonème. Bah, admettons, s'il vous plaît, vous et moi, qu'un ludème, c'est la plus petite unité ludique. Lancer un dé, tirer une carte, faire un pari, s'adresser à un autre joueur, tout ça, ce sont des ludèmes. Et c'est comme des briques de Lego, les ludèmes, mis bout à bout, bah, vous fabriquez une mécanique de jeu. Donc, quel est le ludème principal de Dark Earth? Eh ben, c'est le D6. Une caractéristique dans Dark Earth, elle est chiffrée, et ce chiffre indique un nombre de D6 à lancer. Donc, un personnage, plus il est puissant, plus le joueur qui incarne ce personnage aura une poignée de dés importante à lancer. Il lance des dés à 6 faces, et chaque dé est un potentiel de succès. Alors ça nous rappelle un peu la grande époque de Vampire la Mascarade, de tous les jeux du monde des ténèbres, parce que c'est c'est White Wolf qui, il me semble, a introduit, là, il y avait Ars Magica avant Vampire, mais c'est White Wolf qui introduit... à ma connaissance, la notion de succès, en tout cas, on n'est pas sur des systèmes à pourcentage, ni sur des systèmes de difficulté comparés à comme dans Donjons et Dragons, sur un D20. Là, chaque dé représente une possibilité de réussite ou d'échec, et le nombre de dés lancés va indiquer le nombre de réussites, donc potentiellement l'ampleur de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà interpréter de ça? Je vous ai déjà donné 2 infos, c'est des D6 déjà, donc la simplicité. Hein, un jeu qui... sans prétention, on dit ouais, ben nous on va utiliser les mêmes dés que tous les jeux de société que vous avez dans votre salon en fait. Ben, c'est pas mal, c'est d'ailleurs indiqué en 4e de couverture, ils en font un argument marketing. Le système de règles de Dark Earth a été conçu pour permettre au choix des joueurs lorsqu'ils font face aux diverses situations de jeu et pour leur procurer des sensations fortes. Bon, ça c'est un peu du marketing, ça veut pas dire grand chose. Par contre, après, ils disent, ils misent sur, et le premier point, c'est la simplicité, et il fait appel exclusivement à des dés à 6 faces. C'est donc volontaire. Ils ont vraiment choisi, ils auraient pu dire, ok, on lance des dés à 20 faces, et chaque résultat de 10 plus donne un succès. Mais en fait, pourquoi? Là, leur choix, il est complètement réfléchi. Prendre des dés à 6 faces, c'est
une façon de dire tout le monde peut jouer, vous avez tous un Yahtzee, vous avez tous un Monopoly, les dés à 6 faces, tout le monde en a, donc Dark Earth est pour tout le monde. C'est ça, je trouve très intelligent. Alors, moi j'aime beaucoup le système des succès. J'ai un attrait personnel, je suis pas du tout objectif par rapport à ça. Mon premier jeu de rôle, ça a été Vampire la Mascarade, une émission que je ferai un jour évidemment, mais je voulais commencer par quelque chose d'un peu plus original. Alors Vampire la Mascarade et tout ce qui est Monde des Ténèbres, c'est des dés à 10 faces, et on sent déjà un tout petit côté un peu plus élitiste, mais vous verrez, on en discutera. Il y a des raisons aussi derrière le choix du dé à 10 faces. Les succès, c'est génial, parce que c'est un ludème hyper simple. Le fait de graduer une réussite avec des succès, après c'est une boîte à outils fantastique. On peut faire des dégâts en considérant que chaque succès occasionne un point de dégâts. On peut faire des jets en opposition. On peut vraiment graduer. On peut acheter. En fait, c'est une monnaie. C'est ça. On peut acheter des choses avec des succès. Donc moi, je trouve génial. Et ce système en tire tout à fait parti, parce qu'effectivement, il y a tout ce que je vous ai décrit, les points de dégâts. On peut, avec des succès, acheter des compétences, débloquer en fait des coups spéciaux pendant le combat. Bref, c'est absolument génial. Le combat a quelque chose de très intéressant aussi. Alors, pour l'avoir déjà manié, il fait très années 90, il est assez lourd et assez long, mais il manque pas d'intérêt. En réalité, il n'y a pas une compétence, il y a une compétence arts martiaux, mais elle est assortie de sous-compétences. Ça, j'ai trouvé original. Il y a autant de sous-compétences qu'il y a d'armes, en fait. Si vous êtes bon à la hache, vous avez une compétence hache. Si vous êtes bon à l'épée, une compétence épée. Et la compétence principale arts martiaux et la compétence secondaire armes spécialisées forment un pool de dés. Donc vous avez une somme, et cette somme de 2 chiffres donne le nombre de dés que vous avez en main. Ce pool de dés s'appelle le potentiel de combat. Et ce potentiel de combat, il va être utilisé de manière physique, et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que ces dés, vous n'allez pas juste les lancer, vous allez les répartir dans 3 réserves. Et là, je trouve, on frise au génie. On a une réserve d'initiative, une réserve d'attaque et une réserve de défense. Alors, là, on est quasiment plus dans une optique de PVP. C'est-à-dire que dans les règles, c'est décrit tel quel. Vous avez une façon de faire où chaque joueur prend son potentiel de combat dans les mains, et il prend les dés d'initiative dans la main gauche et le reste des dés dans la main droite, et tout le monde le fait finalement de manière cachée. On révèle l'initiative tous en même temps, et donc la surprise est-ce que j'ai mis plus d'initiative que mes copains, ou est-ce que je n'ai consacré aucun dé à l'initiative, voulant garder mes dés pour ma réserve d'action après. Donc là déjà, génie, c'est-à-dire un choix stratégique intéressant avec un ludème intéressant. On est dans la physicalité, là, on va chercher à montrer les dés, à cacher les dés aux autres, on manipule les dés, tout ça c'est intéressant. On pourrait même imaginer d'avoir sur la feuille de personnage des réserves clairement marquées, et on va placer les dés. Bref, moi, ça je suis fan. Deuxième étape, une fois que le tour d'initiative est prêt, on a toujours le reste du pool de dés qui doit être réparti entre attaque et défense. On le fait de la même façon. Donc on répartit entre attaque et défense, entre main droite et main gauche. Celui qui a initiative décide ce qu'il fait. Alors, le gros désavantage, c'est évidemment qu'est-ce qui se passe quand le MJ doit gérer une horde. Vous voyez, il y a 4 joueurs autour de la table. Le MJ, il leur fait affronter 4 personnes. Il doit avoir 4 réserves. Ça devient très très lourd. Donc il y a des règles pour gérer les affrontements de groupe, mais honnêtement, la vraie beauté de ce système, elle se déploie dans les duels. Vraiment, quand on a du 1 contre 1. Et moi, c'est un jeu que je conseillerais de jouer avec peu de joueurs et éviter les affrontements de masse. Mais d'ailleurs, l'univers ne s'y prête pas, donc ça tombe plutôt bien. L'univers est dépeuplé, on est dans une espèce de monde apocalyptique, un peu steampunk, mais en tout cas, un plus grand monde sur Terre. Il n'y a pas de raison de faire combattre des hordes de guerriers. D'ailleurs, en réalité, le système est tellement mortel que vous présentez à vos joueurs une poignée de clochards armés de couteaux ou de haches bricolées. C'est déjà un danger assez dur. C'est l'univers qui est comme ça. Si on est un peu dans une espèce de survie un peu crasse. Donc,
reprenons, hein, le système vraiment le plus intéressant que je vous l'ai décrit, c'est ce système de répartition de dés que je trouve brillant. Après, on est dans du très classique. Le nombre de dés, le nombre de succès à l'attaque doit surpasser le nombre de succès en défense, l'excédent inflige des points de dégâts, blablabla. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est dans du classique de chez classique. Il y a évidemment le truc des coups spéciaux, et chaque arme a ses propres coups spéciaux. L'exemple dont je me souviens, c'est avec un couteau, on peut changer de main, et on peut changer des dés d'une réserve d'attaque à la réserve de défense. Enfin, c'est super, c'est brillant, c'est un peu lourd, parce que ça fait beaucoup de paramètres à choisir. Donc on a déjà vu deux aspects qui, moi, m'enchantent à fond. Un système de succès, un système de répartition en plein milieu de combat qui fait la part belle à la stratégie. Waouh, c'est vraiment super. Comme je vous l'ai dit, dans cette édition, on a l'accent mis sur l'exploration. L'exploration, c'est vachement cool, surtout qu'on a un univers qui est complètement décrit dans les suppléments. L'action qui se passe principalement autour de la mer Méditerranée, mais on a d'autres continents à explorer. On a le stallite de Venise, qui est l'ancienne Venise, les pyramides de Nard, qui se situent aux alentours du Caire. On a des stalites Istan et Naples, des stalites ennemis qui se font face et qui sont en fait Istanbul, vu que c'est sur le détroit du Bosphore. On a plein de trucs, on a des jeux avec les mots qui sont magnifiques. Les loups s'appellent des voulpes, le chancre. Là, on a vraiment affaire à une création française. Parce qu'on voit qu'on a un vrai travail avec le langage et qui n'est pas de la traduction, qui est vraiment de la création. Donc c'est super. Moi, je vous conseille vraiment ce jeu. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la survie. Comme les joueurs vont devoir voyager de stallite en stallite et explorer des territoires hostiles, il a fallu faire des règles béton. Et les règles béton, elles sont pas mal. Alors, elles sont un peu complexes parce qu'elles vont amener, et ça j'aime moyen, elles vont amener un truc supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de se servir des succès comme une unité d'achat, comme je vous l'ai dit, ils ont voulu intégrer une espèce de sous-mécanique supplémentaire. Et ça, je trouve que c'est toujours un peu casse-gueule. Alors, pour chaque terrain, on a ce qui s'appelle un modificateur d'hostilité. C'est-à-dire, en gros, pour chaque terrain, on va faire un jet de survie. Le jet de survie, on va le faire par un intervalle qui est donné par le terrain lui-même. On a un temps, donc chaque type de terrain, qui sont les montagnes, les ruines, les souterrains, le noir nuage, si jamais on s'envole en dirigeable, les glaces, les mers, les déserts, le chaos, les marais, les mortes zones. Donc on a 10 zones différentes à explorer. 10 types de zones, évidemment. Chacune de ces 10 types de zones est définie par un temps de survie, qui est la fréquence à laquelle on va devoir faire des jets de survie, et un modificateur d'hostilité. Alors, modificateur d'hostilité, c'est ça que je reproche un peu. Là, je vois pour les montagnes, il est à -4. Ça veut dire quoi, -4? C'est un nombre de succès, c'est une difficulté, on retire des succès, c'est pas clair. Et ils ont voulu mettre un malus, à mon avis, pour signifier que c'est quelque chose de difficile et de négatif, mais ils auraient dû. Je pense que c'est effectivement une espèce de sous-mécanique, un ludem supplémentaire qui n'était pas forcément utile. Le modificateur d'hostilité, ce qui est intéressant, c'est qu'il est décomposé. C'est-à-dire que, par exemple, le modificateur d'hostilité des montagnes, il est à -4, mais ces -4, en fait, il est composé de froid, de faim, d'obscurité et de spécial, c'est-à-dire les éboulements, les risques physiques. Chacun des 10 terrains est décrit par les dangers spéciaux, le danger de froid, les dangers des poussières ou des vents, la faim, la soif et l'obscurité. Donc il y a 6 types différents de modificateurs. Donc là, vous voyez, c'est aussi un peu compliqué. 10 zones, 6 dangers différents à l'intérieur. Enfin, ça commence à devenir un peu... un peu lourd, et je pense que pour l'MJ, ça peut être laborieux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'application qui en est faite. Vous allez vous balader dans les montagnes, donc vous avez des malus dus au froid, à la faim, à l'obscurité. Et bien, si vos personnages ont des équipements qui les protègent contre ces différents dangers, le modificateur d'hostilité, il va décroître. Enfin, mathématiquement, il va croître. Il va passer de -4 à -3 à -2, donc mathématiquement, il va croître. Voilà, là, vous avez exactement l'illustration de pourquoi j'aime pas trop cette espèce de renverse d'unité. C'est parce qu'en fait, on ne sait plus ce qu'on dit.
Donc ça veut dire que avec ces modificateurs d'hostilité, les dangers qui y sont associés, vos joueurs, ils auront tout intérêt à s'équiper, à prendre des rations de survie, à prendre un filtre pour éviter de respirer trop de poussière, à prendre des lampes, parce que dans l'obscur, la lumière ne passe pas, donc les dangers dus à l'obscurité existent. Et chacun de ces dangers peut être contré par un bon équipement. Bref, on a ici donc beaucoup de choses bien. On a un système qui laisse la part belle à la stratégie, à la simplicité, mine de rien, avec des dés à 6 faces, avec un système de base qui est simple. Hein. Vous lancez des dés, vous comptez les succès, vous comparez une difficulté, point barre. On a aussi un système qui fait la part belle à la préparation, le voyage, le fait de rythmer le voyage par ses dangers. C'est aussi une aide, quelque part, en disant, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer dans les montagnes? L'obscurité, le froid, la faim, la pluie. Darkers est vraiment hyper bien documenté à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a même un supplément entier qui est consacré aux différents dangers qu'on peut trouver lors des voyages. Je vous conseille de le trouver en PDF, en version éditée si vous en avez la chance. Je ne vends pas mon exemplaire chéri, désolé. Si ça vous intéresse un jour de faire une petite partie de démo ici au studio 4D2, écrivez-nous, c'est carrément possible. Ça serait avec même grand plaisir, hein, c'est un jeu vraiment génial. Et j'espère que ce format court d'émission vous plaît. Ça touche plus ou moins à sa fin. Je ne voyais pas vraiment ça plus long. Si vous avez des jeux qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on décortique, si vous-même vous avez des choses à dire, vous aimeriez venir avec moi décortiquer des jeux, eh ben, proposez-vous. Moi, j'ai envie de dire, c'est un format multiforme, court, mais qui peut se faire à plusieurs. Et j'aimerais bien tester des systèmes génériques aussi une fois. Savage World, Vampire, la Mascarade et tous les dérivés du Monde des Ténèbres, de la V1 à la V5, faire une rétrospective, comparer les deux, parler du système Fate, qui est génial, parler aussi du vieux système Pendragon, étant donné que la nouvelle édition va sortir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été assez nombreux ce soir. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne soirée. Un de ces jours. Ciao.